Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition du Carnet de Culture. Tous les mois, je vais vous présenter 5 œuvres en tout genre que j'ai aimées ou non et je vais vous donner mon avis sincère. Et on commence tout de suite cette première édition avec Blueprints. Blueprints est un jeu vidéo indépendant de réflexion développé par un petit studio californien qui s'appelle Dogubomb. C'est leur toute première création et il est sorti le 10 avril 2025. Dans Blueprints, tu incarnes un héritier chargé d'explorer une ancienne demeure, le Mount Holly, appartenant à ton oncle qui vient de décéder et qui t'a légué le manoir à la condition que tu parviennes à en découvrir la 46e pièce, mais pour y parvenir, tu dois suivre les règles suivantes. Aucun outil ni objet ne peut être apporté de l'extérieur sur le domaine, les outils et objets trouvés sur le domaine ne peuvent être emportés hors du domaine, et tu ne peux pas y passer la nuit. À ceci, il ajoute un tout dernier conseil, ne présume pas que les pièces que tu trouveras aujourd'hui seront les mêmes que celles que tu trouveras demain. Te voilà donc dans le hall, avec ton plan à la main face à 3 portes. Tu ouvres la première et tu te retrouves face à un triple choix. Tu prends une pièce un peu au hasard et voilà que ton aventure commence. Tu te rends compte dès que tu rentres quelque part que ton compteur de pas diminue et tu comprends vite que cette ressource est limitée. Certaines pièces sont des cul-de-sac, d'autres vont te nécessiter des clés ou bien des gemmes pour y rentrer, sachant que les gemmes et les clés sont une ressource limitée que tu trouveras uniquement en explorant. Si tu te retrouves coincé, tu devras te résoudre à terminer ta journée et passer la nuit dans ton campement à l'extérieur. Le lendemain matin, l'aventure reprend mais tu t'aperçois que la maison est revenue à son point de départ et que tu dois à nouveau tenter de retracer ton chemin jusqu'à l'énigmatique antichambre. Tu ne sais pas à quoi elle sert, elle se trouve tout en haut de ton plan, donc tu te doutes qu'elle devrait peut-être te mener à la pièce 46. Sur ta route, chaque pièce regorge d'indices, d'énigmes, d'objets en tout genre et petit à petit tout commence à faire sens, tout est connecté. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de Blueprints ? Moi habituellement j'aime pas trop les jeux d'énigmes. Je trouve que les jeux d'énigmes à force, au bout d'un certain temps, finissent par devenir une corvée et je m'amuse pas. C'est vraiment pas du tout le genre de jeu auquel je joue habituellement, mais étant donné que j'en ai vu que des retours positifs, je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'essaye. Et là pour le coup j'ai vraiment été surprise parce que je me suis laissée complètement happer par le jeu. Et je l'ai terminé, je suis arrivée à la pièce 46 et en fait une fois fini, je me suis rendu compte que j'avais découvert peut-être 25% du jeu à ce moment-là. Et j'avais pas du tout envie de m'arrêter. J'avais vraiment envie de résoudre toutes les énigmes, de découvrir tous les petits recoins cachés. Et donc j'ai toujours pas fini. Je continue. À chaque fois que je débloque un objectif, j'en ai 2 nouveaux qui s'ajoutent. Et le jeu vraiment est infini et se renouvelle en permanence. J'avais très peur de m'ennuyer, mais au final, la mécanique se renouvelle sans cesse. Tu trouves des nouvelles pièces, tu trouves des pièces qui vont avoir une synergie entre elles, tu vas trouver des objets qui vont débloquer des trucs sur des pièces, les objets que tu vas pouvoir combiner entre eux pour créer des nouveaux objets. Enfin, c'est vraiment sans fin et le jeu est vraiment très complet. Et surtout, j'ai des pages entières de notes. Je vais vous montrer, vous allez voir. C'est la première fois de ma vie que j'ai autant de notes sur un jeu. D'habitude, je prends des notes surtout sur les jeux de gestion, sur les objectifs à débloquer et tout. Là, c'est même pas un jeu de gestion, c'est... Mais vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à progresser dans ce jeu et je le trouve vraiment trop cool. Il vaut vraiment le détour. Vraiment, l'univers est très travaillé. Vous avez plusieurs pays avec une carte, une politique différente, des langues. C'est pas un jeu qui a été fait à l'arrache. Vraiment, on prend plaisir à tenter de comprendre l'univers dans lequel l'histoire se déroule. Donc honnêtement, si comme moi, vous aimez les jeux posés, où il n'y a pas forcément besoin d'être giga attentif, d'avoir du skill, ce genre de choses, vous allez aimer Blueprints. Ça vaut vraiment le détour. Par contre, et ça c'est un gros bémol, le jeu est disponible uniquement en anglais. Je pense pas qu'il y aura une traduction parce que il y a énormément d'énigmes qui se basent sur le vocabulaire, sur des jeux de mots, ce genre de choses. Donc il faut quand même un minimum de maîtrise de l'anglais et je vous conseille très fortement de faire comme j'ai fait, c'est-à-dire d'utiliser un traducteur sur votre téléphone que vous allez pointer sur votre écran, qui va vous traduire les textes que vous avez dans le jeu pour mieux comprendre toute l'histoire autour. On peut comprendre que l'anglais soit un frein, mais avec un traducteur, je pense que c'est largement jouable et le jeu vaut vraiment le détour. Donc vraiment, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse ce genre de jeu. Après, comme je l'ai dit, moi, je suis pas très jeu d'énigmes, c'est pas mon truc à la base, mais là vraiment, c'est vraiment une expérience incroyable. J'ai adoré ce jeu et je l'ai toujours pas fini, je vais continuer parce que j'ai encore des trucs à débloquer. C'était mon avis sur Blueprints et maintenant on va enchaîner avec Them. Them, ou Eux en français, est une série télévisée horrifique américaine créée par Little Marvin et produite par Lena Waithe, traitant du racisme à travers une nouvelle histoire chaque saison. Dans la première saison, nous suivons en 1953
Henry et Lucky Emery, un couple d'Afro-Américains, décidant de fuir les lois imposant la ségrégation raciale en Caroline du Nord pour s'installer avec leur petite famille en Californie. Peu habitués à être confrontés à des gens de couleur, les voisins vont vite instaurer un climat tendu vis-à-vis de ces nouveaux arrivants. Pour ne rien arranger, énormément de phénomènes surnaturels vont se manifester dans leur maison. La deuxième saison, quant à elle, se déroule en 1991. Nous suivons l'inspectrice Dawn Reeve de la police de Los Angeles qui est chargée d'enquêter sur l'horrible meurtre d'une mère de famille d'accueil. Elle se lance alors sur la piste d'un tueur particulièrement violent et cruel, mais plus elle approche du but, plus elle est témoin de manifestations étranges. À mesure qu'elle se rapproche de la vérité, quelque chose de malveillant s'empare d'elle et plonge la famille dans le cauchemar absolu. Alors j'ai adoré cette série. Bien évidemment, on est obligé de faire le parallèle avec le travail de Jordan Peele, qui a fait Get Out et Us, qui lui aussi traite du racisme tout en ayant un côté horrifique dans ses films. Néanmoins, Them n'est pas vraiment une série à mettre entre toutes les mains, notamment si vous êtes quelqu'un de sensible aux questions de racisme et d'injustice sociale. Pour moi, ça a été très très dur. Autant le côté horrifique, je le tolère bien, autant le racisme et l'injustice, pour moi, c'est très compliqué. J'ai du mal à voir ce genre de contenu habituellement. Donc si on ajoute à ça le côté horrifique, ça peut vraiment faire un cocktail assez angoissant si vous êtes sensible. C'est pas forcément fait pour tout le monde. Il y a vraiment un côté très réaliste dans cette série qui met le spectateur mal à l'aise. Et au final, dans Them, on est limite soulagé quand il y a un phénomène surnaturel qui survient. Parce que ça permet de détacher de cette réalité qui est très très dure et de partir sur quelque chose qui est tout aussi horrible, mais moi je me sentais soulagée. Et c'est vraiment la première fois que je ressens ça. On a des protagonistes qui sont tellement maltraités dans leur vie de tous les jours, qui subissent des injustices tellement horribles, que ce soit les parents comme les enfants. On a des enfants qui subissent le racisme, c'est très dur à regarder. Et en fait, ouais, le surnaturel est un soulagement. Et on sent que c'est un soulagement même pour la famille par moment. Et là, quand je dis ça, je parle surtout de la première saison. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette première saison. Je l'ai trouvée vraiment incroyable. Et toute l'esthétique des années 50, en plus, j'adore ça, le côté un peu pastel, rose bonbon. Et ajouter un côté horreur à ça, je trouvais ça très ingénieux. La seconde saison, j'ai un peu moins aimé. Je l'ai trouvée peut-être un peu moins marquante. Elle est très bien, mais si je devais comparer les deux, j'ai vraiment préféré la première, qui est aussi très très dure. Très très dur à regarder. Un épisode en particulier, si vous l'avez vu, vous savez très bien de quoi je parle, qui est vraiment très dur. Mais voilà, si vous êtes fan de séries horrifiques, je vous la conseille fortement. Je trouve que ça vaut largement le détour, c'est dispo sur Prime Video, et j'ai vu très peu de gens en parler, je trouve que c'est vraiment une très très bonne série. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Et on enchaîne tout de suite avec Caraval. Caraval est un livre de fantasy jeunesse écrit par Stephanie Garber. Depuis qu'elle a 10 ans, Scarlett envoie des lettres au maître de Caraval, Légende, pour qu'il vienne donner son extraordinaire spectacle sur son île. Alors qu'elle a 17 ans et qu'elle est sur le point de se marier avec un inconnu, le maître de Caraval lui répond enfin. Il l'invite, elle et sa sœur Donatella, à venir sur l'île des Songes pour voir le spectacle. Mais leur père, un homme tyrannique et violent, refuse qu'elle s'y rende. Aidée par Julian, un marin, les deux sœurs s'échappent. Mais quand le bateau accoste sur l'île des Songes, Donatella a disparu, enlevée par Légende. Scarlett découvre que cette année, le spectacle prend la forme d'un jeu, dont le but est de retrouver sa sœur. Le gagnant verra donc son souhait le plus cher exaucé. Prête à tout pour sauver sa sœur, Scarlett décide de participer, aidée par Julian. La jeune fille découvre alors un monde troublant empreint de magie. Scarlett a beau savoir que tout ce qui se passe à Caraval n'est qu'un jeu, elle se retrouve bientôt empêtrée dans un univers à cheval entre rêve et réalité. Finalement, dans ce monde, Scarlett n'est sûre que d'une chose, si elle ne retrouve pas sa sœur avant que les 5 nuits du jeu soient écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours. Je déteste la romantaisie. Pourquoi j'ai lu ce livre? Il faut savoir que récemment, moi j'ai fini la saga de l'Assassin Royal de Robin Hobb, qui était incroyable, qui a vraiment changé ma vie, hein, vraiment. Et je cherchais quelque chose pour enchaîner, et je voulais rester dans de la fantasy, mais quelque chose d'un peu différent. Et c'est vrai que le côté un peu spectacle, cirque, rêve, ça me tentait beaucoup, je trouvais ça sympa comme concept. Et je voyais énormément de filles en parler sur TikTok, sur le BookTok, et je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer? À aucun moment, quelqu'un n'a mentionné que c'était de la romance. Et vraiment, moi j'ai ce truc où, quand je vois une recommandation en ligne faite par un créateur de contenu, je me renseigne le moins possible. J'aime avoir la découverte complète de l'œuvre. J'ai pas envie de lire un résumé avant d'y aller, j'ai envie vraiment de découvrir sur le tas, et c'est ce que je fais pour la plupart des choses que je vous présente, c'est je découvre sur le tas. Je vois des gens qui disent « Ouais, c'est trop bien, vous devez tester », et je teste, parce que je me dis « Bah, ça a l'air sympa, tu vois, si cette personne a apprécié, c'est que ça doit être... » Et là, pour le coup, c'est ce que j'ai vu sur le BookTok, j'ai vu énormément de comptes en parler, et il y en a pas un qui a précisé que c'est de la romance à la base.
chose. Je trouve que vraiment dans la fantasy, la romance, ça coupe toute l'histoire et tout le développement. Je trouve ça trop bizarre qu'il y ait des nanas qui soient toutes émoustillées dans des moments où elles sont en train de risquer leur vie, où leurs proches sont en train de mourir, ou ce genre de choses, et je sais pas, alors c'est des adolescentes, hein, mais j'aime pas du tout. Je trouve que ça gâche vraiment toute l'histoire, et c'est pas un style de lecture qui m'emballe, donc forcément je suis très déçue, et je le recommanderais pas. Après, si vous êtes jeune et que vous aimez ce genre de lecture, allez-y, hein, pas mal si vous aimez ça, mais moi je trouve vraiment que tout le côté romance, ça empêche une construction du monde qui pourrait être plus détaillée et plus intéressante. Après, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aiment ça, mais je pense que je suis trop vieille, hein, c'est plus mon âge ces trucs-là. Je trouve que ça fait vachement fanfiction. Je suis allée me renseigner donc entre-temps, et oui, c'est noté comme du young adulte, ce qui est pas mon cas, je suis plus du tout une young adulte. Donc ouais, je le recommanderais, mais pour une jeune fille, pas pour moi. C'est dommage, hein, ça aurait pu être un beau livre. En fait, je pense que dorénavant, c'est pas la première fois que je me fais avoir comme ça, hein. J'avais lu Iron and Flame, je crois que ça s'appelle. À l'époque aussi, parce que tout le monde était là, genre, waouh, l'univers il est incroyable, c'est un sujet de chevaucheur de dragons et tout. Moi, tu me dis dragon, j'y vais, tu vois. Et en fait, c'est mauvais, vraiment. Et on aurait pu avoir un monde giga développé, et en fait, on a juste des adolescents qui baisent à droite à gauche, une gamine qui pense qu'au cul en permanence. Enfin, c'est dommage. L'univers aurait pu être bien s'il avait été développé et tout. Et on a tout ce côté-là qui gâche le livre, qui gâche tous les enjeux, en fait. Je trouve que ça retire tous les enjeux. Et c'est dommage. C'est dommage, après, c'est un style comme un autre, et ça plaît énormément, hein. Ça a eu énormément de succès, et tout le monde en redemande, et je vois que des gens disent « Ah, c'était trop bien » et tout. Pas du tout mon truc. Si vous connaissez des créateurs de contenu qui parlent de fantasy, et qui sont adultes, et qui parlent de fantasy donc adultes, et qui ont des bonnes recommandations à donner, vraiment donnez-les-moi, parce que sur le BookTok, c'est compliqué, quoi, hein, de faire le tri. Il y a énormément de romances, parce que c'est des filles qui sont très jeunes aussi, hein, mais j'ai du mal à trouver en fait les bonnes recommandations. Et au final, quand je vois qu'un livre est très recommandé sur le BookTok, je suis obligée d'aller lire le résumé, et surtout d'aller lire de quoi ça traite, et de voir s'il y a de la romance ou pas dedans, parce que s'il y en a, je sais que je vais pas aimer. C'est mon avis après, hein. Vous en faites ce que vous voulez, et allez le lire si vous voulez vous faire votre propre avis. Donc pour conclure, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, je l'ai pas fini. Alors je vais peut-être le finir, hein, parce que bon, j'ai lu à peu près 80% du livre, donc j'ai bientôt fini. Mais je sais déjà que c'est pas un livre que je recommanderais, quoi. En fait, je le recommanderais, mais pour une jeune fille, voilà, à peine adulte, hein. Je pense qu'à cet âge-là, j'aurais probablement aimé, mais là, non. C'est un livre qui est très bien pour sa cible, en fait, et je suis pas la cible. Et on enchaîne tout de suite avec complètement autre chose. Alors, The House That Jack Built. C'est un film dano-franco-germano-suédois, rien que ça, écrit et réalisé par Lars von Trier et sorti en 2018. Dans ce film, on suit Jack, architecte raté et tueur en série actif dans les années 80, qui raconte 5 de ses crimes à Virgil, qu'il appelle Verge, tandis que ce dernier le guide à travers les cercles de l'enfer. Tout le long du film, Jack et Verge vont donc commenter ces crimes, ou incidents comme il aime les appeler, Jack tentant de leur donner un sens ou une explication artistique. Alors c'est un film que j'ai regardé complètement à l'aveugle. Je savais pas du tout de quoi ça parlait, j'ai vu des gens en parler, qui le recommandaient, qui disaient que bon, c'était un film qui était assez violent, et je me suis dit bon, je vais jeter un coup d'œil. J'avais déjà entendu parler de Lars von Trier. J'espère que je prononce bien son nom, je suis pas sûre. Désolé si c'est pas le cas. Pas sûr qu'il passe par là, de toute façon, pour s'en offusquer. Alors, c'est un réalisateur dont j'avais déjà entendu parler, souvent avec le qualificatif dégueulasse. C'est la première fois que je voyais un de ses films, je me suis dit autant tenter avec un film d'horreur, parce que c'est un genre que j'aime beaucoup, et je pense que de toute façon vous allez vite le comprendre, je regarde pratiquement que des films d'horreur depuis quelques années, parce que je me suis passionnée pour ça. Donc c'était vraiment mon premier film de ce réalisateur-là. J'ai vite compris pourquoi est-ce que c'était un réalisateur qui était controversé. Après avoir vu le film, je me suis un peu renseignée, j'ai regardé quelques extraits d'autres films qu'il a pu faire, et oui bon, je pense que c'est pas le pire que j'ai vu là. Je pense que c'est vraiment pas le pire. Honnêtement, je pense pas regarder d'autres films de lui, je trouve pas ça très intéressant. Il y a un truc qui m'a surpris en fait dans ce film, c'est quand un enfant se met malmené, ça se passe toujours hors écran. Enfin, on ne va pas montrer qu'il se passe un truc, on va juste montrer une fois la chose accomplie, c'est-à-dire l'enfant qui va peut-être être blessé. Mais on ne va pas montrer le moment où l'enfant est blessé. Et là, c'est la première fois dans un film où on voit explicitement, je vois explicitement un enfant
enfant qui est tué vraiment sous nos yeux, quoi, et qui n'est pas tué hors champ. C'est vrai que sur le coup, ça m'a surpris. J'ai trouvé ça très surprenant. C'est la première fois que je vois ça. Alors, il y a probablement d'autres réalisateurs qui l'ont fait, et pas vu tant de films d'horreur que ça non plus. Hein. Après, ça n'ajoute rien au film, juste ça le rend plus violent, et voilà. Moi, je l'ai trouvé un peu long, en fait. Je trouvais que sur la fin, ça traînait en longueur. Et j'ai pas trouvé ça giga intéressant. Le seul truc que j'ai trouvé intéressant, c'est cette scène avec ce tableau qui a été reproduit. Et ça, j'ai trouvé ça très sympa. Mais c'est tout, en fait. En vrai, je le recommanderais pas. Je lui ai mis un 6 sur 10. Ça se regarde, mais c'est pas non plus le film du siècle et c'est pas particulièrement intéressant. Bof. À vous de voir, hein, faites-vous votre avis. Et on enchaîne tout de suite avec la dernière catégorie, c'est la catégorie créateur de contenu. Alors il faut savoir que depuis quelques années, moi j'ai du mal à trouver des créateurs de contenu intéressants. Je m'explique. J'ai l'impression que la plupart des créateurs de contenu qui sont mis en avant sont des gros créateurs sur les réseaux sociaux. Il y a peu de place pour les nouveaux créateurs à présent. Et je trouve ça vraiment dommage. Et en fait j'en suis arrivée à un point où sur les réseaux je bloque les créateurs de contenu pour ne plus les voir parce que je trouve qu'au bout d'un certain temps ils deviennent peut-être un peu moins intéressants ou juste c'est des gens qui m'inspirent pas tout simplement. Ou certains ils deviennent de vrais panneaux publicitaires. Alors là c'est une catastrophe. Je vais prendre l'exemple de YouTube, moi tout le côté divertissement sur YouTube, les grosses productions, les trucs très télévisuels avec toujours les mêmes invités, ça m'intéresse pas, j'ai arrêté de regarder la télé, c'est pas pour voir la même chose sur YouTube. J'ai du mal à trouver des créateurs de contenu inspirants. Je parle pas forcément culturel, je parle même lifestyle. Moi j'aimerais bien trouver des nanas qui font des vlogs sympas et tout, à regarder, à mettre en bruit de fond pendant que je travaille, ce genre de choses. J'ai vraiment du mal à trouver des nouveaux créateurs de contenu. Je trouve que les plateformes mettent toujours en avant les mêmes et c'est dommage. Donc je me suis dit je vais créer cette catégorie où je vais vous présenter des créateurs de contenu que j'aime bien, pas forcément que sur YouTube. Hein. Là par exemple ça va être des créateurs que j'ai découverts sur TikTok. Et je trouve ça sympa de mettre en avant des gens que moi j'estime sont bien à mettre en avant. Chacun ses goûts, hein, évidemment. Là, c'est les miens, c'est ma chaîne. Et ouais, moi j'aime bien me créer un algorithme de gens qui sont inspirants. Ouais, qui m'inspirent au quotidien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux créateurs de contenu que j'ai découverts sur TikTok. Alors, il s'agit de Wallace Azor et de Edith Varese. Vous trouverez leur compte TikTok ici. Sinon, ils ont chacun leur Instagram. Et ce sont donc deux créateurs de contenu qui font de la vulgarisation autour de l'art. Moi, les contenus vulgarisateurs, j'ai tendance à trouver ça un peu soporifique sur le temps. Et là, pour le coup, ils ont bien mélangé le côté vulgarisation avec divertissement. Ils font des petits concepts, des petits jeux sympas entre eux et qui permettent de découvrir des œuvres d'art ou juste de développer un certain artiste. Voilà, il a fait ses œuvres qui sont très connues, mais il a aussi fait d'autres œuvres qui sont un peu moins connues. Et moi, j'ai découvert plein d'œuvres grâce à leur concept. Et vraiment, ils sont tout mignons, ils sont tout choux. Je sais pas, c'est très good vibes. Et vraiment, quand je tombe sur leurs vidéos sur TikTok, je les regarde tout le temps. Je les regarde toutes et je trouve ça trop cool. Vraiment, c'est très sympa. Je vous invite vraiment à les suivre. Et ils méritent vraiment à être plus connus. Ils se décarcassent, ils sortent toujours des nouveaux concepts. Ils sont tout choupinous, moi je prends plaisir à les suivre, c'est des gens qui m'inspirent, quoi. J'aime bien. Je veux plus de gens comme ça sur internet, je trouve ça trop cool. Si vous connaissez des créateurs de contenu comme ça, super sympa, qui mériteraient plus de visibilité, vraiment mettez-moi les dans les commentaires, je vais jeter un coup d'œil et surtout si c'est vraiment un contenu qui me plaît et qui m'inspire énormément, déjà je vais m'abonner et ensuite je vous les présenterai sur les prochains carnets de culture. Et voilà. C'est fini pour cette première édition du carnet de culture. Si tout va bien, on devrait se retrouver le mois prochain avec 5 nouveaux produits culturels que j'aurai testés et pour lesquels je vous donnerai mon avis. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, patati patata. C'est ma toute première vidéo, donc forcément, de voir que les gens la regardent, de voir que les gens apportent leur soutien, ça aide, ça donne envie de continuer. Et vous vous rendez pas compte à quel point ça peut booster, en fait, ce genre de choses. Surtout quand on débute, autant, je pense que les gros, au bout d'un moment, ils regardent plus, tu vois. Mais moi, vu que je commence, vraiment, ça met du baume au cœur, donc ouais, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et puis merci d'avoir suivi jusque-là, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.